qui a été publié dans les mélanges d'Escola. Daniel Fabre nous a quittés malheureusement en février 2016, il y a 6 ans déjà. C'était un ami et un collègue, mais c'est rien de dire ça, parce que c'était une personne qui a partagé tellement de choses, à la fois dans la recherche et dans la vie sociale, que c'est quelqu'un que nous avons plaisir à évoquer dans les deux domaines de la recherche et de la vie, telle que nous l'avons partagée ou telle que vous l'avez partagée. Oui, alors en fait, j'ai connu Daniel pour la première fois en mai 68. C'était en pleine crise estudiantine. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une séance au théâtre à Carcassonne. Oui. Tu étais peut-être sur l'estrade. Oui, non, j'étais dans le public, j'étais jeune, moi j'avais 15 ans. Et alors Fabre a parlé, qui est ce grand gaillard, on me dit, il enseigne au collège Stanislas. Ah bon. Et je crois que ça s'est terminé par Marty qui a chanté Les Pays que vol viure. Bon, alors il y avait à la fois la revendication occitane qui se mêlait à la revendication étudiante, évidemment, celle-ci à plus large échelle. Et quelque temps après, alors le problème c'est que nous fréquentions Nelly tous les deux. Et Nelly avait dit à Daniel, il faut que tu connaisses Guylaine. Et il s'est pointé un jour chez moi. Et alors on avait 10 ans d'écart avec Daniel. Bon. Et alors j'ai vu qu'il était passionné par l'ethnologie. Moi ça m'intéressait un peu dans la mesure où j'étais secrétaire de la revue Folklore, la revue que dirigeait Nelly à l'époque. Et voilà, notre relation a commencé à ce moment-là. Et puis là-dessus est arrivé Ruffier. Alors moi j'étais chercheur au CNRS, et Ruffier faisait partie de la commission du CNRS qui à l'époque unissait la préhistoire, l'ethnologie et l'anthropologie physique. Et Ruffier, qui était un mandarin médical, s'est rendu compte en fait que les problèmes biologiques liés à la médecine dépendaient souvent de faits sociaux. Alors, parce qu'il fréquentait là des ethnologues, des sociologues, et là, ça lui a ouvert un peu les yeux. Et un jour, il m'avait invité à Toulouse, il me dit, il faut que nous fassions quelque chose à Toulouse qui soit à l'image de la commission du CNRS, c'est-à-dire avec les 3 disciplines, l'archéologie, l'ethnologie et l'anthropologie physique. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer avec Louis Larengue, qui était à ce moment-là président de l'université Paul Sabatier, l'Institut pyrénéen d'études anthropologiques. Mais je lui dis, mais tu sais, à Carcassonne, il y a un groupe d'ethnologues autour de René Nelly, ce sont des jeunes, ils en veulent, etc. C'est comme ça que j'ai amené Fabre et Lacroix chez Ruffier. Et nous avons créé cet Institut pyrénéen. Mais cet Institut pyrénéen, en fait, il n'avait aucun moyen. Bon. Il réunissait les autorités universitaires toulousaines, mais c'était tout. Alors il me dit, il faut faire de la recherche. La recherche, il nous faut des moyens. Entre-temps, Ruffier est réélu à la commission du CNRS, en devient le président, et est élu au Collège de France. De sorte que Ruffier nous dit, bon, on propose un programme sur les Pyrénées au Collège de France. Et c'est comme ça qu'en 1973 a été créée la RECP, la recherche coopérative sur programme Pyrénées, qui se proposait d'étudier, à partir d'un certain nombre de secteurs pyrénéens, les communautés pyrénéennes, à tout point de vue, au niveau des sciences humaines, mais aussi au niveau des sciences anthropologiques, anthropologie physique, génétique, etc. Voilà un peu. Alors Daniel, là, en réalité, il y avait plusieurs secteurs des Pyrénées qui étaient étudiés, mais le principal, c'était le pays de Sceaux. Mais pourquoi le pays de Sceaux? Parce qu'en fait, déjà, Daniel et son beau-frère de l'époque, Lacroix, avaient travaillé sur le pays de Sceaux, parce que Lacroix, sa famille était originaire de Niort de Sceaux. Et c'est Lacroix qui avait attiré Daniel en pays de Sceaux. Ils avaient commencé de recueillir des comptes, fait une thèse qui sera publiée à peu près à cette époque-là. Voilà, donc la RECP Pyrénées, son axe principal, ça a été le pays de Sceaux, et Daniel a été l'animateur du secteur pays de Sceaux. C'est là qu'il a construit son équipe. Oui, et c'est là que les relations étaient très étroites avec les archéologues. Ça a été un moment important de partage à tous les points de vue. Les gens habitaient ensemble, l'été, faisaient des enquêtes dans les mêmes villages, avaient un dialogue permanent. Dire en dehors de la recherche elle-même, c'était des échanges permanents qui sont restés après, tout à fait. cette époque-là. D'ailleurs, c'est assez amusant quand on essaie de faire l'histoire de cette période, c'est de constater qu'en fait,
nos équipes respectives, c'est-à-dire mon équipe d'archéologie et l'équipe d'ethnologie de Daniel Fabre, qui allait constituer plus tard l'ossature du centre d'anthropologie, en réalité, c'était des copains. C'est-à-dire que moi, j'ai recruté des gens sur Carcassonne, sur la région, des gens qui venaient fouiller avec moi, comme Henri Dudet, comme Jean Bacquer, bon, etc. Bon. Et Daniel, il a récupéré en quelque sorte autour de lui des amis qui étaient là sur le pays de Sceaux et qui partageaient sa recherche. Oui, il faut dire que c'était en fait des passionnés qui en général n'avaient pas de poste, voilà, mais voilà. qui voulaient absolument faire de la recherche, qui ont fini par ensuite devenir des professionnels. Mais fait. Les 3/4 ou même 90% d'entre eux étaient soit ils finissaient des études, soit enseignaient dans le secondaire pour vivre, etc. Absolument. Donc c'est vraiment une passion de la recherche qui a réuni tous ces gens. Tout à fait. D'ailleurs, Daniel, finalement, si on regarde un peu l'équipe qui a été la structure du départ du centre d'anthropologie à Toulouse, s'agissant de l'ethnologie, il y avait Agnès Fine, donc, qui a été professeur au Mirail et qui a été ensuite professeur aux hautes études. Il y a eu Claudine qui a fait carrière au CNRS. Il y a eu Giordana qui a fait carrière ensuite aux hautes études à Paris, etc. Donc, c'était vraiment un groupe de copains qui ont fait tous de bonnes carrières. Bon. Et on peut dire aussi que, bien que la plupart de ces gens ne soient pas eux-mêmes d'origine paysanne, ils étaient très ancrés dans le local et avaient des rapports très étroits avec les gens, non pas sur qui ils travaillaient, mais avec qui ils travaillaient. Je veux dire, les autres amis, c'est les gens de ces villages qui étaient étudiés, entre guillemets, et qui, pour certains, toute leur vie, sont restés en dialogue avec les chercheurs. Et ça aussi, c'était dû à une manière de travailler, un type de relation qui était particulier. Tout à fait. Les enquêtés sont devenus des amis. Alors, du point de vue de l'ethnologie en général, ce qui était intéressant, tout ça s'est inscrit en quelque sorte dans une ambiance générale. Il faut dire que l'ethnologie de la France, les grandes heures de l'ethnologie de la France, ça a été cette période-là. Pourquoi? Parce que souvent, les terrains exotiques, avec les décolonisations, ne faisaient plus recherche, et on a commencé à s'intéresser vraiment. Bon, c'est le moment où l'étude rurale a été créée, c'est le moment où il y a eu les autres RECP, les grandes RECP du CNRS. Logevet en Bretagne, l'Aubrac, le Châtillonnais, et les Pyrénées. Ça a été les 4 grands programmes du... Il y a eu la Corse ensuite un petit peu. Ça a été les 4 grands programmes du CNRS consacrés à des régions de France et des programmes dans lesquels l'ethnologie, l'anthropologie culturelle étaient en quelque sorte le fer de lance essentiel. Il y avait un autre rapport particulier, je dirais, à la langue et à la culture, dans notre cas, dans le cas des Pyrénées, c'était le moment aussi où il y avait une revendication d'une anthropologie autochtone et d'une anthropologie occitane. Il y avait même eu un manifeste en 1972 qu'avait écrit Daniel avec Jacques Lacroix et qui faisait autorité, on va dire, pour encadrer les recherches, même si les recherches ne se faisaient pas toutes dans cet axe. Autrement dit, les études d'ethnologie scientifique retrouvaient la revendication occitane. Et ça, c'était une espèce d'osmose là qui était magnifique. Et d'ailleurs, à un moment, même les occitanistes cognaient un peu fort. Je vais vous raconter une anecdote. Georges Condominas et comment elle s'appelle, Madame Dreyfus-Gambelon avaient organisé, vers 77 ou 78 à Paris, au CNRS, un grand colloque sur l'anthropologie française. Et je me souviens, à un moment, la question, et j'étais là avec Daniel, bien entendu, la question est venue sur l'Occitanie. Et le roi Ladurie, qui venait de publier son Montaille au village occitan, a pris la parole en disant « Oui, mais l'Occitanie, c'est bien joli, mais on assiste maintenant à un véritable terrorisme occitan. » Alors avec Daniel, nous faisions petit dans les fauteuils du CNRS. Voilà. Oui, et il n'empêche qu'il avait réussi à mobiliser plein de gens pour écrire ce qui est devenu les Communautés du Sud, en 10-18, qui était une édition scientifique en poche à l'époque, en 2 volumes. Il avait réussi à mobiliser le banc et l'arrière-banc des historiens, même si ce n'était pas très occitaniste, mais qui avaient travaillé. Le roi Ladurie lui-même avait écrit le chapitre. Enfin voilà, il avait ça aussi. Il avait réussi à faire travailler ensemble
pour la publication toutes ces sommités qui a priori n'avaient rien à faire avec l'idée occitane ou de communauté du Sud. Et dans le même état d'esprit, il y a eu ce bouquin, cette histoire d'Occitanie, de Lafon et d'Armengo. Armengo, qui était d'ailleurs dans notre RCP, dans notre centre d'anthropologie. Historien démographe, qui a été le patron d'Agnès Fine d'ailleurs au départ. Bon. Et qui c'était amusant parce qu'il n'était pas très très jeune à ce moment-là, Armengo, mais il se retrouvait au milieu des jeunes, il était heureux là, on sentait qu'il vivait une seconde jeunesse en quelque sorte. Voilà. Puis alors évidemment, le problème c'est que vers la fin de... La RCP a duré entre 73 et 78. Et comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de gens qui participaient à la RCP n'avaient pas de poste. Et les gens commençaient à se faire du souci en disant, bon, ce programme arrive en bout de course, qu'est-ce qui va se passer? Et alors là, on a eu de la chance quand même, c'est que sur notre chemin, on a rencontré Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, qui était président de l'école des hautes études. Entre-temps, moi j'avais publié Premier berger paysan à l'école des hautes études. On commençait à donner des cours à Toulouse avec Ruffier aux hautes études. Et Le Goff a dit, il faut créer à Toulouse une antenne de l'école des hautes études. Alors il en a parlé à Ruffier, mais Ruffier, lui, ce qu'il voulait, c'était caser des médecins, en quelque sorte. Bon, il avait déjà casé aussi. Et Ruffier a dit, non, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les sciences humaines. Et donc, on a créé ce centre d'anthropologie avec Daniel, ce centre d'anthropologie et société rurale, en 1978, qui a été un laboratoire à la fois du CNRS et de l'EHESS. Et c'est là, donc, que tu as été embauché, d'une certaine façon. Voilà, que tu as été pris. Et donc, ce centre d'anthropologie, au fond, il a duré entre 1978 et 2007, c'est-à-dire presque 30 ans. Bon, alors, il y a des gens qui sont arrivés, d'autres qui l'ont quitté, évidemment, en fonction des nominations universitaires, des promotions. Ça n'était plus le même centre d'anthropologie en 2007 que celui de 1978. Mais on a mis ce truc-là sur les rails avec Daniel, et pendant les 2/3 de son déroulement, on en a plus ou moins assumé la responsabilité, avec Agnès aussi. Et là, les gens qui avaient travaillé, le noyau de départ, qui avait travaillé sur les Pyrénées, sur une petite unité de 20 villages, qui avait été choisie, bon, alors parce que l'idée à l'époque, c'était on va étudier un isolat, on en est vite revenu, et on va tout étudier du biologico-culturel, là aussi, on était totalement dans le... Voilà, c'était l'utopie créatrice, mais qui après a été critiquée, en particulier par toi, sur l'idée d'isolat, et puis par tout le monde, on s'est bien aperçu qu'il y avait... Mais voilà, le départ, c'était ça, et tous les gens qui avaient travaillé là, à partir du moment où le centre d'anthropologie a été créé, ils se sont mis à choisir des terrains un peu partout en Europe ou ailleurs. Voilà. Et donc, ils ont élargi et sont rentrés en dialogue avec, pour dire ça de manière un peu pompeuse, avec les savants du monde entier. Et pas simplement, ils ne sont pas devenus des pyrénéistes. Oui. Les Pyrénées, ça a été un motif en quelque sorte. Ça a été le point de départ, bon, un peu un alibi. Et à partir de là, en réalité, moi-même, j'avais travaillé dans la région, j'avais fait ma thèse sur la jolie bronze dans la région, mais très vite j'ai fait des fouilles en Italie, en Espagne, puis ensuite en Chypre, en Grèce, etc. Donc on a élargi. Et il s'est passé la même chose pour l'ethnologie. C'est-à-dire ils ont pris des thèmes qui étaient des thèmes à l'échelle européenne, souvent, il faut le dire. Bon. Et c'est ce qui a fait le succès d'ailleurs du centre d'anthropologie. D'ailleurs, l'histoire du centre d'anthropologie reste à écrire. Oui. Et ça, c'est un bon sujet de thèse. J'ai parlé de la proximité, et il y avait une continuité, une proximité avec le monde paysan. Ce labo s'appelait Centre d'anthropologie des sociétés rurales, ça fait un peu restreint, mais en fait, il y avait l'idée que tout le monde travaillait sur la longue durée du monde paysan. Alors qu'en réalité, mon équipe, on était focalisés sur la naissance du monde paysan, les premières sociétés agricoles. Et comme le dit souvent Daniel, il disait, à cette époque-là, nous assistions à la fin des paysans, c'est-à-dire la fin des paysans traditionnels, bon, avec les remembrements, la disparition des petites propriétés, etc. Donc, il me disait, toi, finalement, tu travailles sur les débuts, et moi, j'assiste à la fin poignante du monde rural, en définitive. Et c'était bien ça. Mais évidemment, il y avait quand même quelques personnes qui travaillaient sur l'intervalle, je dirais. Un très grand intervalle, absolument.
On peut dire deux mots peut-être aussi, puisqu'on a parlé de l'ami dans la recherche, mais de l'ami dans la vie. Oui. Il a travaillé sur le carnaval. Tu as beaucoup travaillé dans les fêtes et le carnaval. Et là aussi, il y avait autre chose et qui nous réunissait tous, parce qu'à un certain moment, on a fait renaître le carnaval de Carcassonne. Oui. C'est quand même les ethnologues qui ont fait renaître le carnaval de Carcassonne. Toi, tu as toujours continué le Buffoli de Laderne. Tu en as pris l'initiative quand ça baissait un peu. Et là aussi, les amis se retrouvaient. Une sorte, alors la plus... Comme acteur de la fête. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'étudier, il s'agit d'expérimenter, comme tout acteur. Alors là, c'est la fête, bien sûr, c'est le plus agréable, mais dans d'autres domaines aussi. Par exemple, Daniel, il partait avec un berger pour garder les vaches avec lui, il passait des journées entières à discuter de l'organisation de son monde, de son travail, etc. Le carnaval, ça a été un des grands thèmes de Daniel, au moins au début de sa carrière, quoi, avec les livres qu'il a écrits là-dessus, le petit livre chez Gallimard, ou bien la fête en Languedoc. Bon. Et c'est vrai, comme tu le dis, il expérimentait, c'est-à-dire, moi je le voyais, il venait ici faire la fête, bon, il se déguisait, bon, il s'amusait, évidemment. Mais je pense qu'en même temps, il étudiait. Il étudiait les comportements. C'est-à-dire que la fête, ça n'était pas simplement pour lui un défoulement, c'était l'observation sociologique du phénomène. D'ailleurs, l'un des derniers textes qu'il a écrit, c'est sur un bal de village auquel, dans la montagne noire, auquel il avait toujours participé. Et on lui avait demandé, pour l'homme, je crois, une grande étude théorique. Et il a étudié minutieusement l'organisation d'un bal de village. Et ça disait tout de sa manière de fonctionner. Absolument. Et ses cours, c'était ça aussi. Moi, après, j'ai enseigné l'ethnologie. Il m'a appris à enseigner, non pas à partir de, comme on le fait souvent, les grandes théories, l'évolutionnisme, etc., mais prendre des exemples concrets, les décortiquer à partir de terrain, bien sûr, les décortiquer et à partir de là faire des références, analyser. Voilà. Et tout son enseignement partait de ça aussi. Ces thèmes de séminaire partaient d'exemples concrets qu'il développait et qu'il analysait. Et souvent, ce qui m'a toujours frappé, de détails. Ouais. C'est-à-dire que dans le détail, il voyait le symbole derrière. Alors que moi, souvent, je ne voyais rien. Quoi. Il me disait, mais tu vois, là, bon, attends. Et c'est là qu'on voit le fin observateur qui, à partir du détail, peut aller jusqu'à l'universel, finalement.